Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un site fascinant, l'Oppidum du Verdurand. C'est un petit établissement gaulois fortifié, juste là, sur les hauteurs de Marseille. Un site dont l'histoire est assez courte, mais vraiment intense. Pour en parler, on a les résultats des fouilles archéologiques, surtout celles de 1999 à 2007, et puis les recherches historiques plus anciennes, dès le début du XXe siècle, avec un certain Stanislas Castrier. Et bien sûr, les analyses des spécialistes. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé sur ce lieu stratégique, comment vivaient ces Gaulois si près de Massalia, la Marseille grecque, et pourquoi ça s'est terminé si brutalement. Et ça commence de manière assez cocasse, avec Castrier. C'est une histoire incroyable, un sculpteur marseillais qui achète le terrain pour y mettre un cabanon et chasser, et hop, il tombe sur des vestiges antiques. Comme quoi, aujourd'hui, le site est classé monument historique. Il est restauré, on peut le visiter, même si sa conservation a pas mal été discutée à une époque. Le mobilier trouvé sur place est exposé au musée d'histoire de Marseille. Ce qui frappe tout de suite, pour un site qui fait à peine 1200 mètres carrés, c'est son organisation. C'est pas du tout improvisé. On a vraiment un plan d'urbanisme assez régulier, presque modulaire. Ça suggère une planification avant même la construction. On imagine bien des architectes gaulois avec un plan précis, peut-être tracé à la corde, c'est très probable. Et ils ont adapté ça de manière vraiment ingénieuse à une pente super forte, plus de 10 mètres de dénivelé sur 50 mètres à peine. Donc il a fallu créer des terrasses, tailler le rocher. Ils ont même prévu un système pour gérer l'eau avec des caniveaux, des drains sous les maisons. C'est assez poussé et les murs, c'est du typique gaulois du sud. Des murs en pierre locale montés avec de la terre argileuse. Il fallait la monter sur le site, cette terre. D'accord, parfois avec des orthostates à la base, ces grandes pierres dressées. Et ce qui est super, c'est qu'ils sont bien conservés, parfois sur plus d'1,50 m de haut. Impressionnant. Et petite particularité, une pièce était couverte avec des grandes lozes en calcaire. Ça vient pas du site même. Il a fallu les importer d'une dizaine de kilomètres au nord, donc des efforts pour des matériaux spécifiques. Et la défense, c'était une forteresse piétonne au nord alors, et la vie à l'intérieur, qui étaient ses habitants. On sait qu'ils ne sont pas restés longtemps. Une seule occupation assez brève, fin du 3e, début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est clair, c'était des Gaulois. On le voit comment ? La céramique, écrasante majorité, 85% de céramique locale gauloise non tournée. C'est ce qu'on appelle le faciès indigène. Pour la cuisine, on a des urnes pour les céréales très traditionnelles, donc une base gauloise très marquée. C'est là que ça devient intéressant. Ils consommaient du vin dans des récipients importés et pas des gobelets gaulois. Plutôt des coupes et des cruches qui viennent de Marseille ou d'Italie. On a même trouvé une amphore punique carthaginoise. Par contre, très peu d'amphores de Marseille même. C'est curieux, ce mélange est fascinant. Ça suggère une élite, très probablement. On a d'autres indices, des bijoux en argent et des fibules, une bague coudée typiquement celtique, des pièces de harnachement de métal assez luxueuses. Le cheval est un signe de prestige. Et des monnaies de Marseille, mais aussi 3 monnaies gauloises en argent d'un type unique très rare. Tout ça, ça dessine le portrait d'une élite locale, une élite qui navigue entre deux mondes, en quelque sorte racines gauloises et adoption de codes méditerranéens. Et dans l'habitat, on voit une distinction entre les pièces où on vit avec les foyers, la vaisselle, et les pièces de stockage avec de grandes jarres, des doliums, mais pas un grand grenier centralisé, plutôt du stockage par unité d'habitation. Et il y a cette pierre gravée, une découverte vraiment unique, un bloc de pierre gravée qui représente une tour et une courtine, un bout de muraille qui une représentation du Verdurand lui-même ou de Marseille vu de loin, difficile à dire. C'est un témoignage assez exceptionnel, mais toute cette installation si proche de Marseille, si visible, ça n'a pas duré. Ça s'est terminé très brutalement, vers 200 avant notre ère, et on sait comment, par un siège militaire. Les preuves sont là. On a retrouvé des projectiles de machines de siège, des catapultes, et ça, c'est une spécialité des armées grecques comme celle de Marseille. Les Gaulois, eux, n'utilisaient pas ça. L'indice est fort là. Donc une attaque de Marseille peut-être avec les Romains, leurs alliés. C'est l'interprétation la plus probable. On imagine que cet oppidum si près a été vu comme une provocation. L'oppidum de trop, pour ainsi dire. Marseille cherchait à sécuriser son territoire, sa Shoah.
Logique implacable de puissance régionale, et un autre signe de cette fin brutale, c'est qu'on ne trouve aucune trace de rite de fermeture, une sorte d'abandon organisé qu'on voit sur d'autres sites. Comme si les gens n'avaient pas eu le temps ou n'avaient pas pu revenir précisément. Tout indique qu'ils ont été chassés et que la zone a été annexée par Marseille. Fin de l'histoire pour les Gaulois du Verduron. En résumé, Verduron, c'est vraiment une fenêtre rare sur un moment de tension, d'interaction forte entre le monde gaulois et le monde grec. Ici, aux portes de Marseille, l'histoire d'une affirmation gauloise planifiée, mais finalement écourtée par la force, et ça nous laisse avec une question peut-être au-delà des cas spectaculaires comme Verduron, combien d'autres interactions plus discrètes ont façonné les relations entre cultures différentes près des grands centres antiques. Quels petits indices dans le paysage ou dans les objets du quotidien racontent encore ces histoires complexes de voisinage, d'échanges et parfois de conflits.